Bonjour à tous, je ne sais pas si vous m'entendez, a priori je suis en direct là, on a quelques minutes de retard, on s'en excuse. Alors, bonjour à tous, merci d'être présents à ce live sur Facebook pour répondre aux questions sur les restaurateurs, sur tous les secteurs d'activité, euh, concernant les personnes qui pourraient avoir des réclamations concernant la garantie perte d'exploitation à présenter, réclamation à présenter à leur assureur. Donc ça, j'avais prévu une grosse demi-heure, à peu près 40 minutes. On a reçu pas mal de questions euh, sur le groupe. On vous en remercie. Et comment dirais-je, on va essayer d'y répondre dans l'ordre. J'avais envisagé, voilà, pendant une demi-heure, 40 minutes, de vous parler des questions récurrentes qui m'ont été posées, qui nous ont été posées à nous et nos équipes euh, par Internet, par chat, par Slack, par message, et on vous en remercie. Euh, le but, c'est que ça soit assez interactif. N'hésitez pas à poser vos questions, je les vois. Je voulais faire ça un peu comme une consultation juridique pour ceux qui ont déjà pratiqué. En mairie, avant, quand il n'y avait pas le coronavirus, euh, chaque semaine à 18 heures, vous aviez droit d'aller voir un avocat pendant une heure gratuitement et lui poser toutes les questions que vous vouliez en mairie ou au tribunal de grande instance. Et là, le but, voilà, c'est de répondre de manière groupée à des questions récurrentes qu'on a souvent et que vous puissiez, vous, répondre le message auprès de vos collègues, etc., afin d'informer, informer, c'est le but, le plus grand monde. Alors moi, je me présente en deux mots. Guillaume Axil, avocat du cabinet Lincoln à Paris. Je suis avocat depuis 10 ans en assurance. Je fais que ça. Au cabinet, on a défendu un certain nombre de restaurateurs et on continue à défendre un certain nombre de restaurateurs. Et on a notamment fait condamner AXA le 17 septembre dernier par le tribunal de commerce de Paris pour 5 restaurateurs. Voilà, je ne suis pas le seul en France, on est beaucoup d'avocats à défendre les hôteliers, les cafetiers et les restaurants. On... Il y a eu beaucoup d'informations qui ont été diffusées dans la presse, beaucoup de choses contradictoires à l'époque du premier confinement en mars. Et le but aujourd'hui, c'est de vous donner un état des lieux et de répondre au maximum de questions que vous pourriez avoir. Première question, je viens tout de suite sur le terrain, c'est les avenants, la résiliation. On a énormément de demandes, énormément d'appels de la part de gens qui nous disent, voilà, moi, mon assureur, mon agent, mon courtier m'envoie un avenant à signer rapidement et si je ne le signe pas, il menace de me résilier. Est-ce qu'il a droit de le faire? Oui, c'est légal. Un, c'est souvent prévu par votre contrat et il y a beaucoup de contrats qui arrivent à échéance au 31 décembre. Donc, c'est normal que l'assureur prenne les devants euh, pour la nouvelle période à venir en 2021. Et donc, il y a beaucoup d'assureurs qui vous envoient cet avenant qui réduit quelque part le scope de la garantie, le périmètre de la garantie. Et ça, on ne peut pas leur reprocher. C'est légal. C'est l'article L113-4 du Code des assurances. En cas d'aggravation du risque, l'assureur peut résilier le contrat ou modifier les garanties. C'est ce qui se passe. Donc, est-ce qu'il a droit de le faire? Oui. Deux, qu'est-ce qui se passe si je ne signe pas l'avenant? Bien souvent, l'assureur vous dit, votre agent, votre courtier, avec qui en général vous vous entendez bien, que vous connaissez depuis longtemps, avec qui vous avez de bonnes relations bien souvent. Alors on peut être amis et ne pas être d'accord, ça, il n'y a aucune difficulté là-dessus. Mais bien souvent, on vous dit, si vous ne signez pas l'avenant qui réduit le périmètre de vos garanties, eh bien malheureusement, on sera dans l'obligation de vous résilier. Encore une fois, ça c'est légal. Qu'est-ce qui se passe en cas de résiliation? Eh bien, ça veut dire que vous devez aller vous assurer ailleurs. Donc, si on vous envoie une lettre de résiliation qui dit qu'à partir du 31 décembre 2020, vous ne serez plus assuré chez l'assureur Tartampion, à vous de prendre les devants pour être régulièrement assuré au 1er janvier 2021 chez une autre compagnie. Selon les secteurs d'activité, vous n'aurez pas de mal à trouver euh, des assureurs pour vous assurer. Il y a quelques activités parfois dans l'industrie où vous avez du mal à vous assurer, mais vous avez généralement des courtiers qui vous aident là-dessus. Mais n'ayez pas peur d'aller vous assurer ailleurs. Alors parfois, il y a la phobie administrative qui est là. Je suis chef d'entreprise, j'ai pas le temps de m'occuper de ça. Il y a trop de papiers. Euh, Moi, ça m'arrange de rester chez tel assureur, l'assureur Tartampion, appelons-le. Euh, et tant pis, vaille que vaille, je resterai assuré chez lui. Libre à vous, ça c'est votre choix. Nous, avocats, professionnels du conseil, on peut pas. Ça, c'est une décision qui vous est propre. Vous êtes libre de vous assurer où vous voulez.
Sachez juste une chose, c'est que si vous avez un contentieux en cours contre votre assureur et que vous restez assuré chez lui, lui, il n'a pas trop d'intérêt à favoriser un dialogue parce qu'il se dit, bah regardez, je le garantis pas et en plus il reste assuré chez moi, donc j'ai pas de raison de faire un effort. Donc voilà, là-dessus, vous êtes assez libre. Ça, c'est sur la question des avenants et de la résiliation. Sur la question des secteurs d'activité. Alors, c'est une question qui est récurrente. Je ne suis pas restaurateur, ou alors je suis hôtelier et je n'ai pas de restaurant. Ou alors, voilà, j'appartiens à un secteur complètement différent, le prêt-à-porter. J'ai une boutique, j'ai un dépôt-vente de vêtements. Est-ce que je suis concerné par les mesures? Alors, la réponse n'est pas si évidente et il faut regarder au cas par cas, mais c'est pas parce que vous ne faites pas partie d'un secteur dont on parle beaucoup que vous n'avez droit à rien. D'accord? Il faut vérifier si votre secteur d'activité est visé par l'arrêté du 14 mars pour la première période, s'il est nommément visé. Et s'il n'est pas nommément visé, eh bien, est-ce que vous faites partie d'un secteur indispensable ou non essentiel, comme on le dit, au fonctionnement de l'activité et en tous les cas dont l'activité a été reconnue comme pouvant perdurer. Une boutique de vente de vêtements, bon, elle n'est pas essentielle. Est-ce qu'on peut considérer qu'elle a fait l'objet d'une fermeture administrative, même si elle n'est pas nommément désignée, même si le secteur n'est pas nommément désigné dans l'arrêté? La question se pose. En tous les cas, nous, on vous encourage à faire, des déclarations de sinistre à vos intermédiaires d'assurance, agents, courtiers, ou le faire en ligne, le faire par mail, pas seulement par téléphone. Si vous le faites par téléphone, confirmez par mail. Et n'hésitez pas à faire des courriers recommandés aussi pour garder une trace écrite. C'est important. Je l'ai dit par téléphone à mon agent, moi, avocat, ça ne me suffit pas. Il faut que vous l'écriviez. Un mail me suffit. Il faut garder une trace écrite. J'ai été contraint de fermer suite aux mesures administratives. Je vous remercie de bien vouloir déclarer le sinistre auprès de la compagnie d'assurance. Merci de me communiquer le numéro de sinistre, restant à votre disposition pour la suite. Ça, c'est une déclaration de sinistre. Ça peut être un mail, mais il faut le faire. Donc le secteur d'activité, ce n'est pas parce que vous n'êtes ni hôtelier, ni cafetier, ni restaurateur que vous avez forcément droit à rien. Donc n'hésitez pas à sortir votre contrat d'assurance, à regarder ce qu'il y a dedans. Un contrat d'assurance, il y a deux parties, bien souvent, des conditions particulières, 2, 3, 4, 5, 10 pages, généralement signées de votre main en bas de page à la fin. Je souscris à la formule Sérénité Plus, et des conditions générales, 20, 30, 40, 50, 100 pages, écrits en tout petit, et les deux éléments forment le contrat d'assurance. Donc nous, quand vous nous sollicitez sur le site de la plateforme indemnisation assurance, on vous fait un audit sous 24-48 heures au plus tard, gratuit, un audit gratuit sous 24-48 heures. Il nous faut ces deux éléments-là pour qu'on vous dise rapidement si vous pouvez prétendre ou non à quelque chose. Pourquoi un délai de 24-48 heures? Parce que si on voit que vous pouvez prétendre à quelque chose, on va le voir vite. Et ça, vous aurez une réponse en général dans les heures qui suivent. Et si c'est une garantie un peu exotique ou quelque chose qu'on n'a pas eu l'habitude de voir, il faut nous laisser un peu de temps pour vous donner une réponse circonstanciée et gratuite. Alors, là, je vois qu'il y a une question sur le Groupama. J'ai déclaré le sinistre et ils veulent rien savoir. Il faut se rapprocher de l'avocat. Quand vous avez déjà fait la déclaration de sinistre, c'est bien. Vous avez plusieurs options. Soit vous avez eu un refus pur et simple, soit vous avez eu un refus et dans l'objet du courrier, du refus, du mail ou du courrier écrit, vous avez un numéro de déclaration de sinistre. Ce numéro de déclaration de sinistre nous sera précieux à nous, avocats, moi ou mes collègues que vous pourriez solliciter, parce que quand on prendra attache avec la compagnie pour tenter de résoudre les choses amiablement d'abord, quand on prendra attache avec la compagnie, on se référera à ce numéro de sinistre. Et ça voudra dire que chez eux, il y aura déjà un dossier qui aura été ouvert au nom de votre établissement. Et ça, c'est vachement important parce que ça permet de gagner du temps. Donc, quand vous avez un numéro de sinistre, quand vous avez un courrier de leur part, gardez-le précieusement et communiquez-le aussi à l'avocat pour qu'il vous fasse part de son avis. Parfois, vous n'avez pas de réponse. Alors, si vous n'avez pas de réponse, vous pouvez relancer, ils sont débordés. Donc, n'hésitez pas à les relancer par courrier. Et ensuite, malheureusement, vous êtes obligé de passer par la case avocat pour leur faire un courrier de mise en demeure, un premier courrier de prise d'attache. Bonjour, je suis l'avocat de tel restaurant ou telle société. On vous a déclaré le sinistre.
Merci de nous faire part de votre position sur le principe d'une issue amiable sous huitaine, sous quinzaine. En général, les assureurs nous répondent. Selon les compagnies et selon le traitement de masse, ils sont débordés, vous avez beaucoup à déclarer, beaucoup de sinistres chez eux en ce moment. Donc, il faut comprendre qu'en traitement et en gestion chez eux, c'est un peu compliqué aussi. Donc, vous avez une réponse, vous n'avez pas eu de réponse. On a parlé des secteurs d'activité. Euh, une question qu'on nous pose souvent aussi, c'est je n'ai pas déclaré le sinistre pour la première période de mars. Dans mon contrat, il est marqué que je dois le faire sous 5 jours, sous 10 jours. Est-ce qu'il est trop tard pour le déclarer aujourd'hui? Alors, je vais parler de deux choses. La première période de mars, il n'est pas trop tard pour en parler aujourd'hui, et peu importe ce qui est marqué dans le contrat, et la période actuelle, le couvre-feu d'abord et la nouvelle fermeture administrative. Sur la période de mars, ne vous laissez pas dissuader, ne vous laissez pas dissuader par un intermédiaire, un agent, un courtier, quelqu'un qui vous dirait tu avais 5 jours pour le faire, tu ne l'as pas fait dans les 5 jours qui ont suivi l'arrêté du 14 mars, tu es marron, tu ne peux plus rien faire. Ça ne tient pas. Que vous ayez 5 jours, 10 jours, peu importe le nombre de jours marqués pour déclarer votre sinistre dans votre contrat, c'est pas grave. Si vous ne l'avez pas fait aujourd'hui, 5 novembre, vous pouvez toujours le faire. Il n'est pas trop tard, soit par l'intermédiaire du mail ou du courrier recommandé dont je vous parlais il y a 5 minutes, soit par l'intermédiaire de votre avocat traditionnel ou par notre intermédiaire, il n'y a pas de difficulté. Vous avez 2 ans pour le faire. Article L114-1 du Code des assurances, vous avez 2 ans, d'accord? Ça ne veut pas dire qu'il faut attendre le dernier mois avant l'expiration du délai de 2 ans. Le plus tôt vous vous manifestez, le mieux ce sera, surtout qu'il y a des sommes en général à aller chercher dans l'hôtel café-restauration, l'hôtellerie café-restauration, la moyenne des réclamations par établissement qu'on a vu passer nous, c'est entre 60 et 70 000 euros donc, par établissement. Donc, c'est quand même significatif. Donc, il faut le faire. Donc, vous avez 2 ans pour le faire. Le délai de 5 jours, de 10 jours ne peut vous être opposé par l'assureur. En général, ils vous disent oui, c'est une déchéance de garantie. Non, la déclaration tardive ne vaut déchéance de garantie que lorsqu'elle engendre un préjudice chez l'assureur, lorsque la tardivité de la déclaration engendre un préjudice chez l'assureur et la preuve de ce préjudice incombe à l'assureur. Donc en général, il n'y a pas trop de difficultés si vous avez dépassé ce délai de 5-10 jours. Il faut déclarer votre sinistre, ça c'est la première étape. Sur la fermeture de couvre-feu d'il y a quelques semaines et sur la nouvelle fermeture administrative, il faut faire une nouvelle déclaration de sinistre pour ceux qui ont fait la première. Il y a un nouveau fait générateur, il y a une nouvelle demande de fermeture administrative, donc une nouvelle demande de garantie. Peut-être parmi vous, il y en a qui ont déjà eu une indemnisation pour la première période. Eh bien, si vous n'avez pas renoncé à vos prévaloirs de votre contrat pour le futur, vous pouvez demander une nouvelle indemnisation pour une nouvelle période à partir des dernières mesures qui ont été prises de fermeture administrative. Je prends l'exemple d'AXA. AXA a une garantie de 3 mois. Imaginons que vous avez été indemnisé par AXA à titre amiable sur la période du 15 mars au 15 juin. Aujourd'hui, avec les nouvelles fermetures administratives, vous pourriez prétendre à une nouvelle période de 3 mois, à condition que la fermeture administrative dure effectivement 3 mois. Mais dans tous les cas, vous pourriez bénéficier d'une nouvelle période d'indemnisation depuis que la nouvelle fermeture administrative a été ordonnée. Ça, c'est sur les déclarations de sinistres et est-ce qu'il est trop tard, est-ce que je peux le faire ou pas. Les compagnies concernées, des noms, c'est du cas par cas. C'est pour nous difficile de vous donner une réponse précise à votre assureur, à vous, sans avoir vu votre contrat. Ce qu'on voit sur le marché, nous au cabinet, on a une quinzaine, c'est du travail d'équipe. On a audité presque 500 polices depuis la fin mars 2020 et on a vu des compagnies où on estimait qu'il était intéressant de creuser et de solliciter les garanties. Il y a AXA en premier, évidemment, il y a des compagnies anglo-saxonnes comme Chubb Insurance, comme Hiscox. On a des contrats au CIC, au Crédit Mutuel. Il y a une condamnation qui est tombée à Annecy il y a 2-3 semaines où le CIC et Crédit Mutuel a été condamné à indemniser la perte d'exploitation. Nota bene sur le CIC et Crédit Mutuel, vous avez peut-être été bénéficiaire d'une prime de relance mutualiste
pendant le premier confinement, c'est pas parce que vous avez eu la prime que vous ne pouvez pas prétendre à la garantie de perte d'exploitation. Donc il ne faut pas hésiter à la demander, c'est important. Même, je dis des bêtises, vous avez eu une prime de relance de 20 000 euros, ce qui est significatif. Je crois que cette prime était indexée sur le chiffre d'affaires de l'assuré, de votre société. Si vous avez eu cette prime, sauf à ce que vous ayez abandonné vos droits pour réclamer euh, le bénéfice de la garantie perte d'exploitation, il faut fouiller dans votre contrat. On voit passer des contrats acajou dans lesquels on voit que vous pouvez prétendre à une garantie et qui, pour moi, pourrait se cumuler avec la prime de relance mutualiste que vous auriez pu avoir et encaisser depuis. Donc voilà sur des noms de compagnies, des secteurs d'activité transverses. Nous, on travaille pour des gens dans l'industrie, pour du prêt-à-porter, pour des grands comptes, pour des secteurs dans la mode, dans l'événementiel, pour des boîtes de nuit, pour des... voilà, il y a beaucoup de secteurs d'activité qui sont concernés, qui sont impactés. Euh, donc il ne faut pas hésiter et il faut ressortir vos contrats d'assurance et purger ce doute. Dans la majorité des cas, les gens, pour nous, n'ont droit à rien. Dans les trois quarts des cas, les gens n'ont pas droit à quelque chose. Mais quand ils ont droit à quelque chose, les garanties sont significatives. Donc vous ne pouvez pas passer à côté de ce travail-là, euh, au-delà des aides que vous pouvez avoir, que vous ayez eu le PGE, pas le PGE, que vous ayez des salariés, pas de salariés. Si vous avez droit à une garantie de la part de votre compagnie, il faut en bon gestionnaire, vérifier si vous pouvez y prétendre ou non. Autre question, je venais d'ouvrir avant le confinement, j'ai pas d'antériorité, j'avais juste un prévisionnel. Est-ce que je peux prétendre à quelque chose? Alors il y a plusieurs cas de figure. J'avais quelques semaines d'existence, j'avais quelques mois d'existence, j'avais réalisé du chiffre, mais bon, c'était de l'ouverture, c'est pas vraiment les chiffres que j'espérais. Euh, donc, oui, vous pouvez prétendre à quelque chose. Même sur la base de prévisionnel, on a fait des négociations avec des compagnies, je pense à Generali, qui est dans le dialogue Generali. On a eu des discussions sur la base de prévisionnel, en disant, voilà, on peut prendre le chiffre d'affaires réalisé par des collègues dans la même zone géographique, et on peut prendre la base du prévisionnel, peut-être même on a les comptes de la personne précédente qui était là avant nous dans les locaux, alors sous réserve que ce soit à peu près la même activité et, on fait des règles de 3 et des prorata après sur le nombre de couverts, terrasse, pas de terrasse, etc. Mais c'est pas parce que vous veniez d'ouvrir, ce que je veux dire par là, ou que vous n'aviez juste qu'un prévisionnel ou que quelques semaines d'ancienneté, que c'est fichu, vous n'aurez droit à rien. Encore une fois, là-dessus, on peut faire des projections et avec les experts techniques des compagnies d'assurance qui sont mandatés lorsque les compagnies d'assurance veulent bien jouer le jeu, on a des dialogues tout à fait cohérents et on arrive à la fin à des propositions commerciales d'indemnisation qui parfois ne paraissent correctes. Lorsqu'elles ne paraissent pas correctes, nous on conseille aux gens d'aller en justice, libre à eux d'accepter la proposition ou pas, et d'aller en justice ou pas. Mais je vous donne un ordre de grandeur. Vous avez perdu 100, vous avez demandé à votre comptable de vous faire un calcul. Je vais venir après sur de combien on parle. On ne parle pas du chiffre d'affaires, on parle de la perte de marge brute. Mais votre comptable, votre expert comptable vous a fait un calcul pour vous dire vous avez perdu 100. Euh, L'assureur vous propose 20. Nous, on aura tendance à vous dire que c'est faible. L'assureur vous propose 60, on va vous dire acceptez. C'est peut-être une concession à faire en ce moment. Ça va vous donner une bulle d'air, vous tournez la page, ça va alléger la trésorerie. Et tant que le PGE, le prêt garanti par l'État, n'est pas encore, vous n'avez pas commencé encore à mobiliser vos mensualités pour le rembourser, qui commence en mars pour les premiers, je crois. Voilà, il ne faut pas hésiter à prendre ça. Voilà. Donc nous, sur cette période de discussion avec l'assureur, on vous accompagne et on vous donne un sentiment sur vous devriez accepter oui ou non. C'est notre avis. Après, vous êtes des grandes personnes, vous décidez. Mais nous, on vous donne un conseil. Vous allez à droite, vous allez à gauche. On vous donne une tendance. Sur le calcul, à combien vous avez droit? Ce n'est pas la perte du chiffre d'affaires. C'est votre perte de marge brute, bien souvent qui est définie dans le contrat. La perte de marge brute, c'est quoi? On va calculer le chiffre d'affaires perdu, ça c'est évident. Alors je prends un exemple très concret. Sur la période du 15 mars au 15 juin en 2019, je faisais 50 000 euros de chiffre d'affaires mensuel. Donc j'ai perdu sur 3 mois 150 000 euros de chiffre d'affaires.
Mon établissement, traditionnellement, fait un taux de marge brute de 65, 67, 70%, 80%, j'en sais rien. Donc, votre expert comptable va vous faire un courrier pour vous dire une attestation qui, moi, me suffira sur le plan de la preuve et sur le plan de la justice. Une attestation où il vous dit la société X réalisait un chiffre d'affaires traditionnel sur la période du 15 mars au 15 juin 2019 de 50 000 euros par mois, hors taxe. Elle a réalisé zéro chiffre d'affaires sur la période du 15 mars au 15 juin 2020. Donc, elle a perdu 150 000 euros de chiffre d'affaires sur cette période-là. Puisque le taux de marge moyen, le taux de marge brute moyen de l'établissement est de 65%, je considère qu'elle a perdu 65% fois 150 000 égale le montant de la marge brute que vous avez perdu. Donc, si vous avez perdu 100 000 euros de chiffre d'affaires, ça vous fait 65 000 euros de perte de marge brute. Tamponné, signé de l'expert comptable, ça me suffit pour aller devant le tribunal pour dire que ça correspond à votre perte réelle. La parole de votre expert comptable, c'est une jurisprudence du 29 janvier 2020, pardon, de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, qui nous dit que l'attestation de l'expert comptable de l'entreprise suffit à faire foi. En termes de preuves, c'est assez fort et ça permet de s'épargner les douleurs, les affres, les longueurs et les coûts parfois d'une procédure d'expertise judiciaire. Donc la perte de marge brute, ça c'est un premier élément. Vous avez un deuxième élément qui est parfois la perte de valeur vénale. La perte de valeur vénale de votre fonds de commerce. On a des gens, ça fait partie des questions qui nous ont été posées, qui étaient en cours de transmission de leur fonds de commerce. Donc, soit l'acheteur s'en prévaut et il négocie à la baisse le prix, et auquel cas la perte de valeur vénale du fonds de commerce va être votre réclamation que vous allez présenter à l'assureur, encore une fois sur la base de calcul d'experts comptables ou d'experts techniques. Il y a des experts qui sont spécialisés là-dedans. Nous, on travaille avec plusieurs d'entre eux et on peut vous recommander des noms si besoin. Donc, vous avez cette possibilité-là aussi de demander la garantie de la perte de la valeur du fonds de commerce. Le perte de chiffre d'affaires, enfin perte de marge brute, pardon, d'un côté, perte de valeur vénale du fonds de commerce sur la durée de l'indemnisation. Selon les contrats, par exemple chez AXA, vous avez une garantie qui dure 3 mois. Donc, on va vous indemniser de la perte de marge brute sur 3 mois. C'est pour ça que je prenais l'exemple du 15 mars au 15 juin. CIC, Crédit Mutuel, Acajou, vous avez une période de 12 mois. Donc, on va prendre la période 15 mars jusqu'à présent. Du 15 mars jusqu'à présent. Ah, petit problème de connexion. Je ne sais pas si ça marche toujours. Un instant, s'il vous plaît. Bon, j'ai l'impression que ça marche. N'hésitez pas à mettre des messages dans le chat si jamais vous ne me voyez pas. Donc la période est importante parce que vous vous rendez compte que 3 mois d'indemnisation, quand je dis que la réclamation moyenne est de l'ordre de 60 000 euros, c'est pour des périodes de 3 mois, d'accord? Donc si on est sur des périodes de 12 mois, vous faites le calcul, multiplié par 4, donc on serait sur des réclamations beaucoup, beaucoup plus importantes. Et quand c'est beaucoup plus important, pour moi, ça doit favoriser le dialogue avec votre assureur. Donc ça, c'est sur les périodes. Encore une fois, il n'y a pas de vérité générale. Il faut regarder ce qui a marqué dans votre contrat. Et la vérité est dans votre contrat. Encore une fois, les conditions particulières et les conditions générales, les deux forment le contrat. Et nous, il nous faut ces deux éléments-là pour qu'on puisse vous donner un avis circonstancié, avis qu'on vous donne gratuitement sous 24 heures, 24-48 heures. Ensuite, bon, on a fait toutes ces démarches-là. Vous avez écrit, vous avez fait votre déclaration de sinistre. Deux options. 3 options, vous n'avez pas eu de réponse. Deuxième option, vous avez eu un refus. Troisième option, vous avez eu une proposition commerciale qui est trop faible. Eh bien, dans ces cas-là, n'hésitez pas, n'attendez pas pour aller voir un avocat à côté de chez vous. Souvent, vous avez des avocats en droit du travail. Alors, soit ils savent faire, soit ils vont vous recommander un confrère qui connaît la matière à assurance et ils vont vous rediriger vers lui. Qu'est-ce qui se passe ensuite? L'avocat, très vite, il va faire un courrier d'avocat à l'assurance. Bonjour monsieur, bonjour madame, je suis l'avocat de telle société. Vous avez
refusez votre garantie, je ne suis pas d'accord pour telle et telle raison, selon ce qui aura marqué dans votre contrat. Merci de me faire part de votre position sur le principe d'un règlement transactionnel et merci de me dire si on peut discuter, juste si on peut discuter, oui ou non, et merci de me le dire sous 8, 10, 15 jours. Ça, c'est la première étape. Il faut favoriser le dialogue. Rares sont les avocats, c'est une idée reçue dans la population que les avocats veulent toujours faire des procès, des procédures et tout. Non, non. Les avocats qui font du contentieux judiciaire, ce sont les premiers à souffrir des délais et des longueurs d'une procédure. On a une question là-dessus et j'y répondrai sur combien de temps dure une procédure si jamais on doit y aller. Mais les avocats qui font du contentieux judiciaire, qui font des procès devant les juridictions, devant les tribunaux, euh, ils sont bien conscients qu'il faut favoriser le dialogue et ils vous encourageront toujours à aller dans cette voie-là. Et d'ailleurs, depuis le 1er janvier 2020, mais mes confrères le faisaient déjà avant, c'est une obligation procédurale de tenter de résoudre amiablement le litige avant d'assigner en justice. Donc on envoie ce courrier, 8-10 jours passent, on n'a pas de réponse. Là, c'est binaire. Soit on peut discuter, et à ce moment-là, ben, il faut qu'on ait un chiffrage de votre expert comptable qui nous dit, bah voilà, on parle de combien? Parce que l'assureur, si on se met à sa place, vous voulez qu'on fasse une négociation très bien, mais on parle de combien? On parle de 20 000 euros, on parle de 100 000 euros, on parle de 4 millions d'euros. Euh, Moi, je suis assureur, si on parle, il faut que vous me donniez un chiffre pour que je puisse me positionner. Donc c'est très vite, on va avoir, et on va travailler souvent en binôme avec votre expert du chiffre. Donc ça, ils ont l'habitude et vous n'avez aucune difficulté. Nous, on travaille avec, on a 150 dossiers sur le sujet. Les experts comptables n'ont aucune difficulté à nous faire les attestations pour chiffrer cette perte que j'ai abordée il y a 2 minutes. Donc, soit on peut discuter, soit on ne peut pas discuter. On donne ce chiffre, on peut discuter, très bien, on en reste là, on fait un protocole d'accord, on ne va pas en justice. Ça peut durer quelques semaines, 2 semaines, 3 semaines, 5 semaines. L'assureur généralement décaisse les sous assez vite lorsqu'on tombe d'accord. On rédige un document qu'on appelle un protocole d'accord et on le signe. Et voilà, on en reste là et vous avez vos sous et on passe à autre chose. Deuxième option, il ne nous répond pas, l'assureur, ou il nous dit que il n'est pas d'accord. Il développe ses arguments, il a droit. Et on a droit de ne pas être d'accord. Et là, on va au tribunal. La case tribunal, là, l'ennemi numéro un, c'est le temps. Il faut vraiment qu'on se dépêche. Donc, sur la base de l'attestation de votre expert comptable, on va essayer de passer avec des procédures d'urgence pour faire valoir votre cause et plaider votre dossier le plus rapidement possible. Il faut savoir que les juridictions sont particulièrement encombrées, donc le plus tôt on assigne, le plus tôt on, on donne le dossier au tribunal, le plus tôt on en sort. La justice reste ouverte pendant le confinement, ça fait partie du service public qui est assuré. Les tribunaux de commerce sont débordés, ils n'ont pas forcément les moyens qu'ils devraient avoir. Donc il faut savoir que les juges au tribunal de commerce sont des juges bénévoles. Donc le travail qu'ils font, ils le font bénévolement pour les autres commerçants. La justice, c'est ce qu'elle est en France, mais voilà, elle est pas aussi rapide qu'on le souhaiterait. Et c'est un élément qu'il faut prendre en compte dans la stratégie du dossier. Et c'est pour ça qu'il faut assigner en justice lorsqu'on n'a pas de réponse ou lorsqu'on a un refus sans trop tarder. Voilà le process. À quel délai on peut s'attendre? Pour vous donner un ordre de grandeur, nous, sur les jugements où on a fait condamner AXA, les jugements qu'on a obtenus le 17 septembre dernier pour 5 restaurateurs, on avait assigné en justice le 29 juin. Donc si vous comptez, ça fait juillet, août, 17 septembre, 2 mois et demi. On avait assigné le 29 juin, on avait plaidé le 29 juillet et la décision a été rendue par le tribunal le 17 septembre. Donc voilà, on peut compter sur un délai, à mon avis, le plus court possible, de 3 mois, délai qui aujourd'hui s'est un peu rallongé du fait que les juridictions, en raison de l'actualité, sont particulièrement saisies et sollicitées. Donc je pense qu'il faut tabler sur 3 à 6 mois. Euh, Astuce, je ne sais pas si on peut appeler ça une astuce, mais moi j'ai beaucoup de gens, de clients, d'assurés qui me disent, moi j'ai pris le prêt garanti par l'État, je l'ai utilisé, je ne l'ai pas utilisé. Je, je vais commencer à le rembourser en mars. Donc moi, si je peux avoir les indemnités le plus rapidement possible, dans tous les cas d'ici mars, bah ça, le PGE m'aura permis d'avoir de la trésorerie.
Et plutôt que de rembourser moi-même les premières mensualités en mars, si j'ai l'indemnité de l'assurance, à titre amiable ou judiciaire, eh bien, cette indemnité-là viendra rembourser les mensualités du prêt. Et finalement, ce sera un prêt que j'aurais eu ou dans lequel j'aurais puisé, creusé de manière indolore. Alors, un bon raisonnement. Il faut néanmoins être vigilant à voir si les sommes, les indemnisations de l'assureur ont été obtenues à titre amiable, auquel cas ça ne poserait pas de difficulté. Si elles ont été obtenues par le biais d'une condamnation en référé ou euh, juste une condamnation du tribunal comme on a pu l'obtenir jusqu'ici, donc une condamnation de première instance, de premier degré, est-ce qu'il y a un appel, est-ce qu'il n'y a pas un appel, il faudra prendre tout ça en compte, parce que si appel il y a, évidemment que si une cour d'appel décide d'infirmer une décision dans laquelle un assureur a été condamné à vous octroyer des sommes, ces sommes-là doivent être restituées si la Cour d'appel l'estime, sachant que ça n'empêche pas de faire un pourvoi en cassation. Et ce sont des éléments à prendre en compte dans votre gestion de trésorerie et en stratégie opérationnelle. Donc voilà sur les durées. Pardon. Voilà sur les questions qui nous ont été posées. Je ne veux pas être trop long. Le contexte est assez anxiogène. On a, j'ai 2 points pour terminer, mais on a beaucoup de gens qui nous sollicitent, à qui on dit, vous faites partie du quart ou des 30% des gens qui peuvent prétendre à quelque chose et qui nous disent, OK, je vais attendre. Je peux comprendre, je peux comprendre qu'on ne veuille pas se précipiter. Encore une fois, j'ai dit, vous avez 2 ans pour le faire. Le raisonnement de certains est de me dire, ouais, je ferai d'une pierre 2 coups, d'une pierre 3 coups, et je vais attendre la fin du confinement pour voilà, voir si je vais en justice ou pas. Vous êtes tous libres de faire ce que vous voulez là-dessus. Nous, on force personne à aller en justice. La seule chose, en tant qu'avocat, conseil sur le sujet, et compte tenu des délais dont je viens de vous parler, c'est que l'ennemi, quand on décide d'aller en justice, c'est le temps. Donc méfiez-vous du temps, méfiez-vous de ces périodes d'attente. Il ne faut pas réagir à chaud, il faut prendre le temps de réfléchir, de phosphorer, de digérer. Il n'y a pas de problème là-dessus. Par contre, il ne faut pas attendre trop longtemps selon nous et il ne faut pas hésiter à faire valoir vos droits. D'accord. Les avocats ne sont pas tous des affreux jojos, des personnes à qui on ne peut pas faire confiance, qui vont vous piquer tous vos sous et qui ne vont pas vous défendre correctement. Il y a tout partout, méfions-nous des généralités. Il y a de bons confrères partout en France. Il y a 70 000 avocats en France. N'hésitez pas à demander à vos experts comptables, hein, qui bien souvent vont vous dire, ah bah moi, je travaille avec maître Intel sur tel sujet, il est top. N'hésitez pas à vous faire recommander des noms. Mais il faut faire valoir vos droits. Il faut faire valoir vos droits. Et le sachant, dans ces cas-là, c'est l'avocat. C'est pas le copain agent de 25 ans, vous le connaissez, c'est votre ami, il vous dit non, c'est pas assurable, vous aurez droit à rien, à la fin vous allez perdre et tout. Non, allez voir quelqu'un qui sait de quoi il parle et qui va vous défendre objectivement. Ça, c'est vraiment le réflexe et les réflexes, il faut avoir pas attendre trop longtemps et aller voir un vrai sachant, un avocat qui connaît la matière assurance si possible. Aujourd'hui, avec tous les outils numériques de données ouvertes, d'open data comme on les appelle, vous avez facilement, c'est facile de vérifier que votre avocat connaît ou pas une matière. Vous allez sur un site qui s'appelle doctrine.fr, il ne s'agit pas de faire de la pub ici, mais c'est un site qui référence toutes les décisions de justice dans lesquelles un avocat a été impliqué. Alors évidemment que ce n'est pas hyper exhaustive et tout, mais ça donne un exhaustif, mais ça donne une couleur, ça donne une tendance. Et doctrine.fr, vous tapez le nom de l'avocat, vous verrez le nombre de décisions de justice dans lesquelles il a été impliqué et les matières qu'il a l'habitude de pratiquer. Donc, pas attendre trop longtemps, allez voir le sachant. Concrètement, nous, comment on propose de vous aider? Nous, vous fait un audit. Vous allez sur le site indemnisationassurance.com. Alors, il y en a d'autres sites qui ont été montés. Je ne les citerai pas parce qu'il y en a quelques-uns qui ont clairement copié-collé ce qu'on fait et dont acte, la concurrence est saine pour le consommateur et il n'y a pas de problème pour nous, à condition que ça soit un service précis
et encore une fois donné par des confrères qui connaissent la matière, qui soit in fine donnée. Et ça, c'est à vous, consommateurs, assurés, clients, prospects, leads, on les appelle comme on veut, de vérifier ça. Et vous choisissez votre avocat librement. Euh, vous êtes libre de choisir l'avocat que vous voulez. Euh, mais nous, on propose un service où voilà, vous allez sur le site, on a sur la page d'accueil un formulaire en ligne que vous pouvez remplir en 3 minutes. On a besoin juste de vos coordonnées. Vous avez la possibilité de télécharger vos contrats, conditions particulières et conditions générales d'assurance dont je parlais tout à l'heure. Et nous, on vous fait un retour rapidement, gratuitement. Gratuitement. Donc, vous pouvez purger la possibilité est-ce que j'ai droit à quelque chose ou est-ce que j'ai droit à rien très rapidement. Donc, nous, ne soyez pas surpris si on vous fait un mail on a lu votre garantie, vous êtes chez Mutuelle du Mans Assurance, et ben c'est pas assurable. Et on va vous dire, parce qu'il est marqué en page 37 des conditions générales, tel truc, telle clause, on va vous la mettre entre guillemets, et ça, c'est pas mobilisable. Ou alors vous êtes assuré chez Allianz. Allianz, on va vous dire, bah, dans ce contrat-là d'Allianz, ce contrat un peu particulier, la garantie n'est pas due, mais au moins vous aurez purgé le doute et vous aurez eu un avis gratuit, précis, circonstancié, et vous aurez le mail à l'appui. Donc on vous propose ça. Si on vous dit que vous pouvez prétendre à la garantie, on vous propose un forfait de 1 000 euros hors taxe pour vous accompagner et 10% des sommes qu'on pourrait récupérer. 1 000 euros hors taxe est payable tout de suite. Il y a beaucoup de travail de notre côté. On est en train de travailler sur une infographie pour que les gens aient conscience de la partie immergée de l'iceberg. Je vous passe toutes les diligences administratives et juridiques qui nous incombent et le travail que ça représente. 1 000 euros hors taxe, forfait de base et 10% hors taxe des sommes qu'on pourrait vous récupérer. Mais ces sommes-là ne nous sont dues, les 10%, que si on obtient quelque chose. Si on n'obtient rien, on ne vous demande rien de plus que les 1 000 euros de base qu'on vous aura demandé au départ. Il n'y aura pas d'honoraires complémentaires cachés. Alors il y aura des frais annexes d'huissier, des timbres ou des droits d'enregistrement à payer au tribunal, mais tout ça confondu, ça dépassera pas, pardon, quelques centaines d'euros. Pour vous donner un exemple, il faut payer 11 euros au tribunal pour aller dans le président des tribunaux de commerce pour être autorisé à assigner à bref délai, en tous les cas à Paris. Il faut payer 75 euros une fois que l'assignation a été délivrée pour la donner au tribunal et qu'il la mette, il l'enrôle, qu'il l'enregistre et il la mette dans les tuyaux du tribunal. Il faut payer l'huissier qui va délivrer l'assignation à la partie adverse. En général, ça va de 80, 100 ou selon l'urgence, parfois ça peut monter à 300, 400 euros. Mis à part ces 3-4 frais-là, il n'y aura pas d'autres frais cachés. Dans tous les cas, pour nous, en termes de rémunération sur les honoraires, 1 000 euros, si on n'obtient rien de plus, on ne vous demandera pas d'honoraires complémentaires. Et les 10%, si on les obtient, ils ne nous sont payables qu'une fois seulement, qui sont décaissés par l'assureur, de sorte que vous n'ayez pas à en faire l'avance en trésorerie. D'accord? Donc voilà le process. Vous trouverez moins cher. Il y a 70 000 avocats. Il y aura toujours moins cher. Victor Hugo, Besançon disait, Besançon, patrie de sa naissance, disait un service vaut ce qu'il coûte. Alors je reprends la métaphore et les exemples des métiers de bouche. Vous avez 4 euros, vous avez un kebab. Vous avez 30 euros, vous avez un hippopotamus. Vous avez un repas à l'hippopotamus. Vous avez 400 euros, vous avez un repas à la tour d'argent. Voilà, un service vaut ce qu'il coûte. À vous de voir et de choisir, encore une fois, librement votre avocat. Mais aujourd'hui, avec Internet, Google, vous avez librement la facilité de vérifier si votre avocat connaît un peu ou pas la matière. Et c'est voilà, juste la chose à laquelle on vous encourage sur laquelle on vous encourage à être vigilant. Et évidemment que nous, on reste à votre disposition pour vous aiguiller, vous épauler par mail, via ce formulaire en ligne, par chat. Il y a beaucoup d'entre vous qui utilisaient le chat sur le site. Sur les mails, on essaye d'être actif. Par téléphone. Le téléphone, alors pour ceux peut-être avec qui on travaille déjà, en ce moment, on essaye de rappeler les gens d'être disponibles le jour même ou le lendemain. On est beaucoup, beaucoup, beaucoup sollicité. On est une quinzaine. Euh, on n'a pas toujours le temps de vous répondre et de vous prendre au téléphone, mais on essaie de le faire parce que c'est important, parce qu'on se rend compte que bien souvent, vous avez besoin de parler à un être humain. Et c'est l'objet aussi de ce webinaire, c'est que vous voyez quelque part à qui vous avez affaire. Mais voilà, on sent qu'il y a des démarches en ligne qui bien souvent sont initiées
en ligne, et ces démarches ont besoin d'être complétées par un coup de fil, par une visioconférence, par un webinar. Et vous avez parfois des questions qui sont propres à votre situation, que vous nous posez et qui vont vous rassurer, ou alors voilà, des questions cachées. Il n'y a pas de questions bêtes, il ne faut pas hésiter à les poser. Et là-dessus, on est tout à fait à votre disposition pour y répondre. Voilà pour moi, 45 minutes. Je ne veux pas en faire plus. Si vous avez des questions, je vais regarder sur le chat là, si je peux en prendre quelques-unes. L'attestation d'expert comptable suffit à Philippe Ilouz. Merci, confrère, de m'aider dans cette tâche ingrate. On ne peut pas prendre tous les dossiers, c'est pour ça que je parle de. N'hésitez pas à aller voir vos confrères, vos avocats traditionnels ou d'autres avocats à la concurrence. Sur AXA, rien que sur AXA, il y a potentiellement 18 000 contrats concernés. Alors, moi, je ne peux pas traiter 18 000 contrats. Puis il y a des gens, il y a 70 000 avocats. Allez voir un avocat qui va vous aider, un avocat qui a suivi un peu le contentieux et qui va, comme mon confrère Ilouz là vient de le faire sur le chat, en disant voilà, il va vous donner des réponses pertinentes, précises et rapides parce qu'il aura suivi le dossier. Pourquoi le gouvernement n'incite pas les assurances à nous aider? Macron a dit lors de la première allocution, il a visé les assureurs, nommément. C'est limite, c'est assez étrange d'ailleurs, en disant voilà, je veillerai à ce qu'ils prennent leurs responsabilités. Voilà, il y a eu pas mal de débats à Bercy entre la Fédération française de l'assurance, entre le ministère de l'économie, et ça aboutit à ce que ça aboutit à pas grand-chose finalement en termes d'aide. Là, il a redit l'allocution de la semaine dernière, où moi, la seule chose qui m'intéressait personnellement, c'est de vérifier si les écoles et les crèches restaient ouvertes pour pas que moi et ma femme pétions les plombs avec nos enfants sur le dos et qu'on puisse continuer à travailler. Mais il a dit quoi qu'il en coûte. L'État prendra à sa charge quoi qu'il en coûte. L'assurance est un mécanisme qui bosse de près avec l'État. Il ne faut pas mettre tous les assureurs dans le même panier. La plupart des assureurs ont joué le jeu. Quand il y a une garantie qui est due, quand il y a un truc qui n'est pas clair, il y a beaucoup d'assureurs qui ont joué le jeu. Donc il faut se méfier des généralités. Quand il y a une catastrophe naturelle, comme les inondations qu'il y a eu dans le sud de l'autre jour, quand il y a un ouragan qui passe à Saint-Martin, les assureurs payent. Donc je pense que le gouvernement et le président de la République ont un œil attentif à ce que les assureurs jouent le jeu de la solidarité. Après, les assureurs sont libres de contester quand ils ne sont pas d'accord, et ils le font, et là-dessus, c'est leur droit. Mais, encore une fois, méfions-nous des généralités. Les assurances ne prennent pas en charge les pandémies, MAPA veulent rien savoir. Il faut voir le contrat MAPA, la mutuelle, je crois qu'ils sont à Clermont, le siège social, il faut voir votre contrat. On vous a souvent dit ça, oui, on vous l'a écrit, votre courtier, votre agent vous l'a dit, allez voir un sachant, allez voir un avocat, lui il va vous dire si la pandémie est exclue clairement ou pas du contrat. C'est le seul avis qui vaudra. Ce qu'on a pu vous dire par téléphone, ce qu'on a pu vous dire, oui, c'est pas assurable, c'est fichu et tout, laissez tomber tous ces mécanismes de dissuasion, ne tombez pas dans le piège. Allez voir un avocat qui va vous dire si vous pouvez prétendre ou pas à quelque chose. Seul lui, seul son avocat pourra vous dire. Cet avocat pourra vous dire. Qu'est-ce que je vois d'autre? Plaintes collectives et plaintes individuelles. Alors oui, il y a des initiatives qui ont été faites par des collectifs, des syndicats. Il y a l'UMI, il y a le GINI, il y a plusieurs syndicats. Alors en France, il y a Antoine V pour Resto Ensemble. Il y a V pour Verdict, il y a plein de plateformes, il y a plein de confrères. En France, on ne peut pas faire comme aux États-Unis, une action, en tous les cas pas aussi simplement une action collective. Et c'est un vrai problème pour nous, avocats, c'est-à-dire qu'en France, seules des associations de consommateurs agréées peuvent faire des class actions à l'américaine, des actions de groupe, on appelle ça. Là, c'est sûr que nous, avocats, on est plusieurs à avoir fait des actions regroupant plusieurs assurés, parce qu'on estime que si on peut discuter, avoir un dialogue avec la compagnie d'assurance, le plus on va favoriser un dialogue. Ce n'est pas toujours évident d'arriver à mettre un assureur à la table des négociations, mais nous, on estime que le plus on est, le plus on peut inciter l'assureur à se mettre à la table des négociations.
ceci dit, quand on n'y arrive pas, ça implique pour nous, on ne peut pas faire une assignation pour. Enfin, moi, j'estime que si, mais en tous les cas, au tribunal de commerce de Paris, euh, moi, c'est une question que je pose. Est-ce qu'on ne peut pas faire une assignation pour 15, 20, 100 personnes qui sont dans la même situation et n'avoir qu'une seule assignation plutôt que 150 assignations et alléger le travail des greffiers? Je ne vous raconte pas la masse de travail qu'ils ont au tribunal, au greffe. Donc on essaye de tendre vers ça. Je pense qu'il va y avoir des initiatives en ce sens. Mais pour l'instant, en tous les cas, nous, avocats, on est obligé de faire une assignation par partie, par restaurant, par hôtel. Et ça fait beaucoup de travail, beaucoup de lourdeur administrative. Et on serait ravis de pouvoir. Moi, je pense que oui, parce que des fois, c'est des choses qu'on peut faire en immobilier, par exemple. Je représente un syndicat de copropriétaires et je représente Madame Michu qui est au dernier étage et Monsieur Tartampion qui est au rez-de-chaussée. Et s'il y a eu une infiltration en toiture, Madame Michu, elle n'a pas subi le même préjudice que Monsieur Tartampion qui est au rez-de-chaussée. Pourtant, je vais faire une assignation et pour le syndicat des copropriétaires, pour Madame Michu, pour Monsieur Tartampion. Et pour moi, ça pose sur le plan procédural aucune difficulté. Mais ça, c'est des discussions qu'on pourra avoir avec le tribunal, j'espère. Les bailleurs. Alors, les bailleurs sont-ils obligés de nous fournir un mois de loyer? Les bailleurs, je ne me lancerai pas sur le sujet. Moi, je ne suis pas avocat en bail commercial. C'est une matière qui est hyper technique. C'est la première cause de mise, c'est la première raison de mise en cause des responsabilités des avocats à Paris. Euh, Moi, je fais que de l'assurance. Encore une fois, je parle que de ce que je connais. Ce que je peux dire, par contre, ce que j'ai vu passer de la part de mes clients, nos clients assurés sur la question du bail, euh, il faut il faut que vous soyez proactif. Il faut que vous ouvriez le dialogue avec vos bailleurs. Ils sont plus ou moins dans la compréhension, dans le dialogue. Euh, Quand ils ne sont pas dans le dialogue du tout, on commence à voir poindre des contentieux là-dessus. J'ai pas pu profiter de mon local, donc est-ce que mon loyer est dû? C'est une vraie question. Mais ça, moi, c'est pas ma matière. Quand je vais au tribunal, je commence à avoir des cas là-dessus. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il faut favoriser le dialogue. Il faut que vous preniez votre téléphone, que vous appeliez votre bailleur. Et selon que c'est un institutionnel, une foncière, un type à la retraite ou un assureur, on a vu des assureurs, des mutuelles à Paris, propriétaires de fonds de commerce, offrir, et pas reporter, offrir 3 mois de loyer à leurs assurés. Donc là-dessus, voilà, prenez attache avec votre bailleur de manière proactive. Si je quitte AXA le 31/12, puis je les assigne en justice. Vous pouvez même ne pas les quitter et les assigner en justice. Je veux dire, vous pouvez. Alors ça, c'est une très bonne question parce que c'est une question récurrente. J'attends la fin décembre et j'attends de les quitter pour les assigner. Vous savez pourquoi? On perd 2 mois là. Sachant que je vous ai dit que l'ennemi principal c'est le temps, on perd 2 mois. Ils vont vous résilier au 31/12, dont acte, très bien, mais on les assigne dès maintenant. Et vous irez vous assurer au 1er janvier chez quelqu'un d'autre. Il y a beaucoup de courtiers et d'agents dont c'est les métiers qui vont vous conseiller et vous n'aurez aucun mal. Encore une fois, vous devez être assuré. La seule difficulté, c'est que vous ne soyez pas à un moment donné sans assurance. Si votre local ou votre entreprise brûle ou explose le 1er janvier et que vous avez tardé à vous assurer, ça c'est grave, docteur. Donc c'est la seule chose sur laquelle il faut que vous soyez attentif. Ne soyez pas découvert à n'importe quel moment. Mais vous pouvez aujourd'hui continuer à être assuré chez AXA jusqu'au 31/12 et les assigner dès maintenant. Et vous pouvez même vous dire, bah, moi j'ai la flemme, j'ai signé l'avenant et je reste chez AXA en 2021 et les assigner aussi dès maintenant. Je ne vois pas le problème. Il n'y a aucune difficulté procédurale, stratégique ou de droit par rapport à ça. Qu'est-ce que. Voilà, je vous encourage à poser, je remonte le fil, voir s'il y a d'autres questions. Quel est le motif de la fermeture de l'État? Est-ce toujours pour pandémie? Alors il faut voir les arrêtés, les décrets qui vont être pris, mais sur la dernière période, c'est une très bonne question parce que pour nous, avocats, sur beaucoup de garanties, le fait générateur, c'est la fermeture administrative. Et c'est ça qui va déclencher la garantie. S'il n'y a pas de fermeture administrative, il n'y a pas de garantie. Donc, ça, c'est bien souvent.
dans la plupart des cas. Vous avez, et encore une fois, c'est pour ça que c'est du cas par cas. Vous avez parfois des contrats où il y a marqué impossibilité d'accès. Il faut voir comment c'est défini dans le contrat. Impossibilité d'accès, ça veut dire quoi? On m'interdit, moi, à ma boutique où je vends des vêtements, d'accéder à mon local. Il y a les gendarmes qui sont devant mon local et qui m'empêchent d'y rentrer. Matériellement, non. Donc, il faut voir comment c'est défini. Vous avez parfois des garanties carence de clients ou carence de fournisseurs. Moi, assureur, je vous garantis, si de votre perte de marge brute, si vous avez une carence de vos fournisseurs, je ne sais pas, moi, je distribue toutes les boissons, toutes les canettes de boissons de telle marque à, je sais pas, à tout un tas d'enseignes de restaurateurs rapides à Paris, Cogent, prêt à manger, ce genre de trucs et tout. Et moi, mes fournisseurs, ils m'ont pas fourni les canettes, donc je peux pas les fournir aux peu de gars qui restent ouverts et qui font de la vente à emporter. La carence fournisseur, elle est intéressante. Il faut aller voir là-dessus si vous pouvez pas prétendre à quelque chose. Et s'il y a une baisse de chiffre d'affaires, moi, on a des clients pour les brasseurs qui vendaient de la bière sur les fûts de bière, catastrophique, catastrophique. Ils n'ont pas pu en vendre, donc ils n'ont pas pu se fournir. Donc, et cette réflexion-là, est-ce qu'on ne pourrait pas l'appliquer aux hôteliers? Il n'y a plus de touristes. Si on a fermé les frontières, bah, du coup, moi, de manière indirecte, on a fermé mon activité, on a scellé le sort de mon activité. Donc ça, c'est des débats qu'on aura devant les tribunaux. Pardon. Il nous reste 5 minutes, je prends encore quelques questions. Ouais, il y a beaucoup de questions sur la MAPA. Encore une fois, je n'ai pas de réponse générale sur la MAPA. Dans ma mémoire, on a vu passer des contrats à MAPA. Il me semble qu'il ne faut pas avoir trop d'espoir pour prétendre à quelque chose à la MAPA. Mais envoyez-nous vos contrats sur le lien qui a été partagé sur le chat et on vous fera un retour pour vous dire si oui ou non vous pouvez prétendre à quelque chose. Le contrat a été signé en province, est-ce que je peux la signer à Paris? Alors, bonne question, très très bonne question, vraie difficulté. Nous, dans les 5 restaurateurs qu'on représentait et pour lesquels on a eu des condamnations d'AXA à mi-septembre, il y avait un restaurateur à Bastia et un dans le Tarn-et-Garonne, à Puy-la-Roque, en 82. AXA, pour nous, le tribunal de commerce de Paris est compétent sur le plan procédural, il n'y a pas de difficulté là-dessus. Il y a un débat juridique qui consiste à dire que non, le tribunal compétent, c'est le tribunal du ressort, du lieu géographique où se situe le restaurant. Nous, on n'est pas d'accord avec ça, parce que AXA est à Paris. Alors, ils ont leur siège social à Nanterre et ils ont 266 agences à Paris. Ils ont 2 établissements secondaires, avenue de Matignon et rue de la Victoire, respectivement dans le 8e et dans le 9e. Et selon la jurisprudence, une jurisprudence qu'on appelle la jurisprudence des gares principales, on peut assigner une entreprise au lieu de son établissement secondaire. On nous oppose une règle procédurale pour dire qu'il y a une règle d'ordre public qui s'impose à l'assuré et qui oblige à aller devant le tribunal du lieu du siège social de l'assuré. Donc, si vous avez un restaurant au Sable d'Olonne, eh ben, je suis obligé d'aller, selon eux, devant le tribunal de commerce des Sables d'Olonne. Nous, ce qu'on dit, c'est que c'est une règle d'ordre public qui ne s'impose pas à l'assuré. L'assuré peut y renoncer. C'est un ordre public de protection. Et l'assuré peut très bien assigner à Paris s'il le souhaite. Pardon. Et d'ailleurs, la preuve en est, c'est que AXA, quand on a assigné pour le Corse la table du marché à Bastia et pour Thierry l'essence, le restaurant l'essence à Puy-la-Roque, quand on a assigné à Paris, AXA n'a pas posé de difficulté. Preuve en est qu'il savait très bien, et il est d'accord avec nous, que Paris est compétent. On a ce débat-là en ce moment au tribunal, il y a des décisions qui vont sortir prochainement et on aura des indices et des indications un peu plus précises là-dessus. Est-ce que notre protection juridique peut payer les frais d'avocat? Très très bonne question. Alors parfois, le comble de cette question-là, c'est que vous avez votre protection juridique chez l'assureur en question. Donc je suis chez AXA, on va changer. Je suis chez l'assureur Tartampion et j'ai la protection juridique chez Tartampion. L'assureur Tartampion ne va pas vous payer les frais d'avocat pour que vous l'assigniez en justice. Ça ne marche pas. Parfois, il y a des filiales. Je pense à Juridica, je pense à des filiales protection juridique, défense recours de votre assureur, mais c'est à peu près pareil. Le raisonnement, il est très simple. Ils ne pourront pas
avancer ou prendre en charge au départ les frais d'avocat. Par contre, c'est une demande qu'il faudra formuler au tribunal ou en négociation pour dire, bon, vous, tribunal, si vous considérez que la garantie de base pour la perte d'exploitation est due, je vous demande de condamner d'une pierre deux coups l'assureur à prendre en charge les frais de justice au titre de la garantie protection juridique, défense recours, selon comment les frais de justice, selon comment les formuler dans votre contrat. Et là, à partir du moment où un tribunal considère que la garantie de base est due, il pourra condamner sur les frais de justice, à condition que la garantie soit applicable. Et là, oui, vous aurez une indemnisation des frais que vous aurez avancés, mais ça sera via la condamnation du tribunal. Ça, c'est une première chose. Et ce sera au titre de la garantie. Vous avez un autre élément devant le tribunal qu'on appelle l'article 700 du Code de procédure civile, où le tribunal, à la fin, considère que la partie qui perd doit supporter les frais d'avocat de la partie adverse. Je la refais. La partie qui perd doit supporter les frais d'avocat de la partie adverse qui a gagné. Donc, il y a une condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, où vous êtes indemnisé d'une partie des frais d'avocat que vous avez eu à subir. Il ne faut pas s'attendre à grand-chose de la part des tribunaux là-dessus. Ça va de 1 000 à 5 000 euros. Nous, dans les décisions du 17 septembre, on a eu les restaurateurs ont eu 1 000 euros là-dessus. C'est pas beaucoup. Moi, j'estime que c'est pas assez. Moi, je demandais 7 500 euros. Stéphane Manigold, en mai dernier, avait obtenu 5 000 euros, il me semble. Voilà. Donc, en tout cas, c'est des demandes qu'il faut présenter. Combien de dossiers on a réglé? Alors nous, on a 150 dossiers sur les pertes d'exploitation. La majorité du temps, c'est dans le secteur hôtellerie, café et restauration. On bosse aussi pour des boîtes de nuit, de l'événementiel et des gens dans le secteur du prêt-à-porter et de la mode, des grands comptes dans la mode. On a réglé une minorité de dossiers en amiable. Aujourd'hui, sur les 150, on a dû en régler une dizaine à titre amiable. Des hôtels sur la Côte d'Azur où il y avait des arrêtés préfectoraux de fermeture administrative, donc il n'y avait pas de difficulté. On a eu des négociations amiables assez rapidement avec la compagnie concernée. Et avec AXA aussi, on a réussi à dialoguer sur certains contrats, donc il ne faut pas hésiter à tenter le dialogue. Mais voilà, 10 sur 150, ça fait un peu moins de 10%. Combien de dossiers on a réglé? On a eu 5 condamnations au tribunal de commerce de Paris. On a 22 autres dossiers dans les tuyaux qui sont en cours. Et on en a une centaine qui sont à la queue pour accrocher les wagons avec le greffe. Et la prochaine plaidoirie, on plaide quasiment tous les mercredis. La prochaine plaidoirie, elle est le 25 novembre pour 4 nouveaux restaurateurs parisiens. Voilà, le 25 novembre, on va plaider à Paris sur AXA en collégial pour 4 restaurateurs, 4 nouveaux restaurateurs parisiens. Merci, des merci, c'est sympa. Voilà, on essaye de vulgariser, on essaye voilà, de répondre à vos questions pour éviter les engorgements par mail et par le formulaire en ligne qu'on pourrait avoir. Et voilà, n'hésitez pas à répondre. La meilleure des publicités pour nous, si vous estimez qu'on a été pertinent et qu'on n'est pas trop des charlots, c'est le bouche à oreille. C'est le bouche à oreille, c'est la meilleure des recommandations que vous pouvez nous faire. Et même avant ça, au-delà de ce service que vous pouvez nous rendre pour nous dire merci, vous pouvez également nous mettre des likes ou des commentaires sur la page Google d'indemnisation assurance. Ça aidera les autres à prendre leurs décisions en connaissance de cause lorsqu'ils navigueront sur Internet. Mais surtout, c'est aussi le devoir d'information. Informez vos collègues, informez les autres, répandez le message, sort ton contrat, demande à ce qu'un avocat y jette un œil. Et je ne suis pas le seul à le faire, l'audit gratuit, il y en a plein qui le font. Donc voilà, et il y a même beaucoup d'entre vous qui allez chercher, comme chez les médecins, des doubles vérifications. Il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir et qui nous disent ah mais j'ai déjà sollicité un avis, je ne vous dis pas ce qu'on m'a dit, mais je vous demande votre avis. Ou alors des gens qui viennent nous voir et qui nous disent voilà moi je vous demande votre avis et j'irai voir quelqu'un d'autre derrière. Pas de problème, pas de problème. Croisez les informations, pas de problème avec ça et choisissez bien vos interlocuteurs. Ça fait 1 heure. Voilà, s'il y a des choses qu'on n'a pas abordées et des questions auxquelles on n'a pas répondu dans le chat, je m'en excuse.
N'hésitez pas voilà, à nous saisir, alors là pour le coup par mail, euh, par téléphone. Vous avez toutes les coordonnées sur le site. Merci de votre attention. Bon courage à vous en cette période et on reste à votre disposition. Merci à tous. Au revoir.